Salut à tous, Wapiti, et aujourd'hui on se retrouve pour étudier la 3D isométrique et comprendre comment ça se passe. Mon objectif est essayer de vous faire comprendre en un minimum de temps à quoi ça consiste avec un code concret, avec un projet qui a été créé précédemment. Donc le projet, le voici. C'est un, on va pas dire un jeu, hein, c'est une scène qui est simplement entièrement en 2D, qui possède aucune caractéristique des 3D, on peut le voir, je peux me déplacer à droite, à gauche, en haut, en bas, et les perspectives ne sont pas respectées, même si au premier abord on croirait que c'est de la 3D, non, et c'est ça ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. On voit bien que les carrés qui sont devant ont exactement la même taille que les carrés qui sont derrière, et que la statue, elle n'a aucun effet de perspective avec l'arrière-plan. Voilà. Donc la 3D isométrique, c'est simplement un ensemble de sprites qui forment du 2D, mis dans certaines situations et qui vont pouvoir faire un semblant de 3D et pouvoir tromper les yeux de l'observateur. Donc pour ça, nous, on va utiliser des sprites que j'ai préparés avant. Il s'agit d'un ensemble de sprites, par exemple comme celui-ci, qui va vous permettre, je l'espère, de pouvoir comprendre à quoi ça correspond. Donc ça c'est simplement un cube de base qui va représenter, voilà, un cube, hein. Clairement on peut pas dire mieux qu'un cube représente un cube, mais ça va être une partie en gros de notre terrain, et qui va nous intéresser c'est simplement la face que j'ai mis en bleu ici, parce que c'est elle qui va être visible par l'utilisateur. Donc maintenant, il faut quand même qu'on se pose un petit peu et qu'on regarde comment sont disposés les sprites, parce qu'ils sont quand même assez spéciaux pour des sprites. Donc un sprite, pour ceux qui ne savent pas, c'est une image comme celle-ci. Donc j'écris pour vous 4 sprites qui font un petit semblant de terrain isométrique, en 3D isométrique. Et pour comprendre comment il se passe, regardez, je vais simplement les bouger, comme ceci, et on voit bien avec l'image de derrière, qu'elle est simplement superposée dessus, et c'est en le superposant que ça va former un effet de 3D. Ça paraît ridicule, mais pourtant c'est bien là toute la difficulté. Le savoir c'est bien, mais le faire c'est autre chose. Donc du coup, on va devoir quand même regarder comment est-ce qu'ils sont disposés les uns par rapport aux autres, parce qu'on est bien d'accord que les images se chevauchent. L'image, vous voyez, elle n'est pas représentée que par le cube, il y a aussi du transparent qui est tout autour de celle-ci. Donc pour ça, on va devoir regarder quelques petites propriétés. On va prendre un outil qui va nous permettre de mesurer les tailles, donc par exemple un outil de sélection, et à partir de celui-là, on va regarder la taille de la partie visible du cube, parce que c'est que la partie visible qui va nous intéresser, puisque c'est celle que va voir l'utilisateur. Le reste, ça va être les effets qui vont être générés automatiquement. Donc si je calcule ma partie visible, ici, hop, je l'agrandis, on voit qu'elle est à 31 pixels. Ok. Et si on regarde la partie qui est aussi sur l'axe des X, on voit qu'elle est à 61 pixels. Donc on peut dire que c'est quasiment le double. Ensuite, si on regarde la disposition d'un cube par rapport à un autre cube, par exemple, prenons ce cube-là et regardons par rapport à ce cube-là. On voit quoi? On voit que... attendez, je vais sélectionner le bon cube. Voilà, comme ça, ça va nous aider en même temps. Donc, on voit quoi? Que l'image qui est ici du cube à l'arrière-plan chevauche de moitié le cube qui se trouve ici, le cube qui est ici. Donc ça c'est important, ça veut dire que dans l'axe des X, le prochain cube se situera à la moitié de l'image actuelle, ici. Donc ça veut dire que notre première image commencera ici, la deuxième à la moitié de notre image, et si on a une troisième image, elle commencera à la fin du premier cube. Regardons la même chose pour les Y. Et là c'est un petit peu différent parce que notre partie visible elle est bien de combien, 31, mais pourtant, donc qui est déjà la moitié de l'axe des X, mais pourtant ça ne suffit pas puisque notre cube, notre prochain cube commence à cette hauteur là, et cette hauteur là c'est quoi? C'est simplement le quart à peu près 15
de notre cube global, parce que notre cube global fait combien? 64. Donc 64, la moitié ce sera à peu près 30 et à peu près 15. Donc on voit bien que c'est à 1/4 dans l'axe des Y que commencera le prochain cube. Ça veut dire que pour un seul cube, on va avoir 4 cubes qui vont pouvoir être dessinés en le chevauchant. Je m'explique, pour être clair. Notre premier cube commence à cette hauteur-là. Le deuxième cube commencera à cette hauteur-là. Le troisième cube commencera à cette hauteur-là. On le voit qui est ici. Et le quatrième cube commencera à cette hauteur-là. Et puis même le prochain, encore à 1/4 après. Donc là, on a retenu, en examinant un peu notre pseudo-terrain 3D ISO, que dans l'axe des X, on a la moitié du cube, on se déplace pour le prochain, et dans l'axe des Y, on a le quart du cube. Ok, une fois qu'on a compris ça, passons voir un peu le code, comment ça se passe. Au niveau du code, donc j'ai créé un petit programme très simple, il se code en Lua, utilise la bibliothèque graphique Love2D. J'ai simplement fait ce choix parce que c'est très simple, on se débarrasse du superflu pour vraiment se concentrer sur le 3D isométrique sans trop de syntaxe horripilante ou quoi que ce soit. Donc on commence, j'ai simplement créé une variable donc qui va être globale pour mon projet, qui va simplement représenter la taille d'un bloc. Une fois que j'ai ma taille d'un bloc, je vais centrer la caméra. Ça, on va dire que c'est la position de la caméra, parce que je rappelle, quand on dessine, en général, donc notamment avec Love2D, le point 0, 0 se situe en haut à gauche. Donc le plus est vers la droite et le plus des Y est vers le bas. Donc je situe ma caméra, enfin un point qui va simuler ma caméra à la moitié de mon écran, donc au centre exactement. Je vais créer un tableau d'images que je vais remplir en les chargeant toutes, donc j'aurai 5 images. Une image qui va représenter de l'herbe, de la pierre, de l'eau et un fond. Et bien sûr la petite statuette que j'ai fait ici. Notre fonction load, c'est ici que va commencer le programme. Donc je vais commencer par simplement setter quelques petits paramètres graphiques, notamment sur la taille de l'écran. Je vais aussi mettre une couleur d'arrière-plan donc qui ne sont pas remplis par les blocs. Ici on peut voir que c'est bleu, donc ça se voit pas beaucoup, c'est pour simuler un peu une eau un peu plus profonde sans avoir à le coder. Voilà, donc c'est tout le bleu un peu plus sombre. Ensuite, on va créer notre map, donc notre map qui est une matrice, c'est-à-dire un tableau qui contient des tableaux. Mais attention, en Love2D, il s'agit de tableaux un petit peu particuliers si on a l'habitude des langages comme le C, C++, C#, etc. Les index commencent toujours à 1. Pourquoi 1? J'aurais pu très bien mettre 0, ça aurait aussi marché, mais quand on ne déclare pas le tableau, c'est-à-dire comme ici on ne lui précise pas l'index, tout seul il va commencer par le numéro 1. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc attention à cette source d'erreur. Au-dessus, j'ai simplement mis en commentaire, pour pas me perdre, le numéro des colonnes qui correspond. Donc une fois que ma map, je l'ai décrit, je l'ai décrit avec des numéros à l'intérieur qui vont simplement faire référence au numéro de l'image qui se situe dans mon tableau que j'ai créé précédemment. Donc par exemple, tous les numéros 4 correspondront à mon bloc water, donc qui vont représenter l'eau. Le bloc numéro 1 va représenter l'herbe. Donc sur ça, je pense que vous avez compris. Ensuite, si on passe à la fonction draw, c'est un petit peu plus particulier parce que là, on va avoir différents paramètres d'affichage. C'est-à-dire qu'on va commencer par se créer deux variables, i et j, qui vont représenter des variables pour nous aider à parcourir notre matrice, ici. Et on va déjà commencer par vérifier si c'est un numéro 0 ou pas, comme ça on ne se prend pas la tête. Le numéro 0 correspond simplement à un bloc vide. Donc je l'ai mis ici, inutile de charger quelque chose puisqu'il n'y a pas de bloc. Pardon. Donc le bloc 0, c'est pour représenter un bloc qui ne sera pas dessiné. Donc inutile de dessiner quelque chose lorsque je passe dessus. Ensuite, on va calculer notre position X et notre position Y pour le bloc courant.
Parce que, attention, le bloc courant doit posséder quand même certaines caractéristiques pour simuler la 3D. Cette 3D, elle va être simulée grâce à la taille qu'on a récupérée tout à l'heure dans nos sprites, donc celle que l'on a calculée, et que l'on aura d'abord, par exemple, pour les x divisé par 2, rappelez-vous que la largeur est la partie surface, donc visible à l'utilisateur, est la moitié du bloc, et aussi que pour l'axe des y, on avait divisé par 4. Donc un petit retour en arrière si ça s'impose, ici. Donc notre bloc fait tout ça de hauteur, on est d'accord. Le prochain bloc se situe dans l'axe X à la moitié de la taille de notre bloc, et dans l'axe Y à au quart de notre bloc, de la taille de notre bloc. C'est pour ça que l'on divise à chaque fois notre taille de bloc, parce que tous les énièmes blocs, on va avancer de quart ou de la moitié. Et ensuite, on a une petite caractéristique, c'est qu'on va multiplier par un certain coefficient qui sera représenté par i et par j. Donc là, pour vous expliquer, on va venir sur mon petit terrain et on va regarder. Donc la première case dans mon tableau va correspondre à la case qui est tout en haut, ici. Donc ici, c'est la première case, donc celle qui sera représentée par le 4. Le deuxième 4 sera celle ici, ensuite à côté celle-ci, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez tourner un petit peu la tête comme ça, et vous verrez votre tableau apparaître. Donc un petit jeu va se faire avec les coefficients i et j, simplement parce que quand on regarde notre première case ici, on l'a dessinée, donc quand on fait i moins j, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait 0, puisque on est à la première case, première colonne, première ligne. Donc 1 moins 1, ça fait 0. C'est bien notre point de départ de notre dessin. Et donc du coup, si on prend en sorte que ici c'est le coordonnée 0, on va devoir à chaque fois avancer de coordonnées quand on va avancer dans notre ligne. Donc c'est pour ça qu'on va multiplier par un demi-bloc à chaque fois. Là, je ne m'occupe pas du tout des y. Vraiment que des x. On voit qu'on avance, et ainsi de suite, de un demi-bloc à chaque fois. Mais attention, parce que quand on passe d'une ligne à l'autre, on voit qu'on a passé dans les négatifs. Donc il faut bien gérer ce principe de gérer dans les négatifs, et à chaque fois recompléter derrière. Donc quand on passe de 0, donc ici ce sera théoriquement moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà. Et donc pour pouvoir reculer de 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs ou 4 blocs, on va utiliser i moins j, parce que quand on fait le calcul, première ligne, première colonne, ça va faire 0, deuxième ligne, deuxième colonne, pardon, moins première ligne, ça va bien faire 1, deuxième ligne, deuxième colonne, moins la première ligne, ça va bien nous faire 2, et ainsi de suite. On est d'accord? Admettons qu'on change maintenant de ligne. On passe à la deuxième ligne. Ça nous fait première colonne, moins deuxième ligne. Ça nous fait 1, moins 2, ça fait bien moins 1. Donc ça va faire moins une fois la demi-taille du bloc. C'est pour ça que je me situe bien à cette coordonnée-là. Et donc du coup, si je continue, après ça va me faire 0, donc je vais me retrouver exactement à la même position que mon bloc du dessus, et ainsi de suite. Après je vais retrouver ma coordonnée 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je fais l'exemple avec la troisième ligne, ça nous fera première colonne, moins troisième ligne, ça nous fait moins 2, je serai décalé de 2 blocs, et ainsi de suite. Et c'est là où c'était vraiment difficile de commencer la 3D blablabla, j'ai oublié le nom. Bon bref, vous m'avez compris. C'est là toute la difficulté, c'est vraiment de trouver le calcul qui va nous permettre de gérer ce décalage. Et donc du coup, ce calcul, c'est celui-là, je viens de vous le présenter. Pour les Y, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas besoin de gérer justement le fait qu'il y ait des négatifs. On va simplement, à chaque fois, jouer de un demi-bloc. On va descendre un quart de bloc, on va descendre un quart de bloc, puis un quart de bloc, puis un quart de bloc, et ainsi de suite. Donc du coup, là, on va utiliser i plus j, parce qu'il faut quand même aussi respecter notre tableau, simplement. Donc du coup, on peut aussi faire le calcul. Donc pour le premier i, eh ben, ça va faire 1 plus 1, ça va faire 2. Donc on va faire
on va commencer par se décaler de un demi-bloc. Puis si on fait donc du coup deuxième, ça va faire 2 plus 1, ça va faire 3, 2 plus 4, ça va faire 4, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se décaler. Donc ça, pour les Y, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Le plus dur, c'est vraiment de comprendre les coordonnées sur les X. Ensuite, il nous suffit quand même de gérer le dessin. Parce que le dessin, ça va pas non plus se faire tout seul, surtout si on veut donner un effet de perspective, comme j'ai essayé de le faire. Pour ça, par exemple, prenons un bloc classique. Donc un bloc classique, c'est ce que j'appelle par exemple l'herbe qui se trouve ici, ou même le petit chemin de gravier qui se trouve là, parce qu'ils sont simplement à la même hauteur et j'ai pas du tout joué avec. Donc c'est vraiment la base. Donc pour ça, on va dessiner grâce à love.graphic.draw. Donc l'image qui se trouve dans notre tableau d'image à la position du numéro qu'il y a dans notre cas, dans notre map, aux coordonnées I et J actuelles. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir charger une image. Et on va leur affecter une coordonnée X et une coordonnée Y pour pouvoir l'afficher correctement. Donc la coordonnée X, c'est celle que l'on vient de calculer avec précédemment, plus le center X qui va correspondre à la position de notre caméra. C'est pour pouvoir se décaler et le centrer à peu près par rapport à la position. Sinon ça veut dire que notre point le point qui est ici, enfin plutôt celui-là puisque nos sprites commencent ici, ce serait situé dans l'angle en haut, ici, et moi non, je veux ici. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on ajuste en faisant plus la position de la caméra, plutôt ici pour un bloc classique, et on lui rajoute la position Y. En ce qui concerne les autres, donc là c'est pour donner des effets. Donc par exemple quand je parle d'effets, admettons commençons par le bloc qui est isolé au milieu du terrain de pierre. Donc il est un petit peu plus au-dessus que les autres. Ça veut dire qu'il va falloir jouer sur la coordonnée Y simplement de notre sprite. Donc pour jouer avec la coordonnée Y, on va ici simplement rajouter moins 10 à notre position Y, parce que je rappelle que les moins se situent vers le haut. Et donc quand on veut monter une case, on lui affecte moins. Et par exemple, la même chose si je veux faire avec l'eau. Donc avec l'eau, sauf que ça va être le contraire. Je veux qu'elle rentre dans le sol, puisqu'elle est plus basse que le sol. Ça veut dire que je vais lui rajouter une certaine constante, plus. Parce que l'eau, par exemple si on prend ici, je me situe à une certaine coordonnée Y, sauf que je veux qu'elle soit un petit peu plus basse. Donc je vais lui affecter plus un certain nombre, pour qu'elle diminue de la valeur que je veux. Et admettons par exemple que ici, pour ma statue, donc qui fait un petit peu un effet 3D, donc si je suis sur une statue, donc c'est-à-dire si la map est représentée par 3, alors je vais dessiner l'image qui se trouve ici à la position X, et en affectant une autre valeur, puisque le sprite est très grand à ma statue, et ça va permettre de voir le socle, parce que sinon, vu que le début il est là, si j'aurais laissé comme les autres, elle serait enfoncée littéralement dans la terre. C'est pour ça que je suis obligé de mettre un petit moins 98. J'espère que ça a été à peu près clair pour la fonction draw. Et bon, après voilà un petit clin d'œil sur la petite fonction update, dans laquelle voilà, j'appuie sur le clavier pour faire bouger la caméra, pour pouvoir vous expliquer un peu plus clairement le fonctionnement d'un 3D isométrique. Admettons maintenant, juste pour vous montrer, que ici on va faire un trou dans l'eau, donc on va mettre 0, et pourquoi pas un truc un petit peu, je sais pas, dans le coin là qui est ici, donc le dernier, hop, on va y mettre une statue. Voyons voir ce que ça fait. Donc je ferme et je compile, et normalement il n'y aura pas de problème. Voilà, donc je vais mettre centré, et je vais baisser la caméra. Regardez, on a donc bien notre trou déjà qui est dans l'eau, ici. Et notre statue, voilà, vous voyez, donc il n'y a vraiment rien. Donc ici, on voit pas trop l'effet, puisque le cube il a été supprimé. Et on est au bord. Mais si on prend vraiment ici, on voit bien que au niveau du trou, grâce aux sprites qui ont été collés derrière les uns à côté des autres, ça nous fait bien l'effet de trou.
Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère continuer ce petit projet parce que il me plaît particulièrement. Donc je pense y rajouter un petit personnage, vous montrer quelques petites astuces pour l'ordre d'affichage, pour vraiment passer derrière les objets, se donner des points de repère et tout ça, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Et bah, j'espère pouvoir faire ça avec vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je vais continuer avec le langage Lua pour le moment parce qu'il est plutôt simple à comprendre. Et pourquoi pas continuer avec d'autres moteurs graphiques plus tard et faire de la vraie 3D, pourquoi pas. Voilà, bon bah sur ce, je vous mets tout ce dont vous avez besoin dans